Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 39e Over the Result, c'est le dernier de l'année. Pourquoi c'est le dernier de l'année? Tout simplement parce que je vais réserver le 40e pour le Royal Rumble, donc on se retrouvera pour une analyse en fin de mois prochain. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos entre. Donc j'avais vraiment envie d'accorder cette 40e vidéo analyse au Royal Rumble et après de mettre la deuxième analyse du mois qui sera No Way Out 2007 vraiment toute fin, donc ça arrivera le 31 janvier. Mais là pour ce 39e Over the Results, on va s'attarder donc au dernier pay-per-view de l'année à la WWE si on ne compte pas NXT TakeOver London qui arrivera dans quelques jours, donc qui est TLC 2015, qui est pour moi un des meilleurs pay-per-view de l'année. Je l'annonce dès le départ, pour moi c'est le deuxième meilleur de l'année, juste derrière WrestleMania 31. Donc pour moi il n'y a pas de faux pas, très peu de botch, beaucoup de bons matchs, donc pour moi c'était du très bon. Donc on va enchaîner directement avec le premier match, donc sans transition, qui comptait donc pour les titres par équipe, donc détenus par les New Day. Donc les New Day défendaient leurs titres contre les Usos et contre les Lucha Dragons dans un triple threat ladder match. Alors moi j'ai mis c'est quoi ce match, parce que sérieusement moi je m'attendais à ce que ce soit clairement le match de la soirée, et en fait comment dire ça, c'est pas le match de la soirée, c'est le match de l'année, clairement. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? C'était magique. Alors, il y a très peu de faux pas, pour moi c'est quasiment parfait. Quelques erreurs de précision, enfin voilà. Je vais pas me plaindre, je vais aller très rapidement. Ce match est pour moi un match à montrer, si on doit dire 2015. C'est juste parfait, enfin je veux dire, tous les hommes, en tout cas 5 hommes sur 6, ont fait leur taf, ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc je vais donner un gros plus à Kofi Kingston qui s'en serait ramassé plein la gueule quand même durant tout le match. Et un petit moins à Biggie parce que on l'a quasiment pas vu du match, mais bon. Quand je disais 5 hommes sur 6, forcément Biggie n'a pas la carrure pour faire ce genre de match-là. Après, vous allez me dire, on a très bien vu Mark Henry, Kane dans des Money in the Bank ladder match, donc pourquoi pas Biggie. Le problème, c'est qu'on a 5 hommes à côté qui sont très voltigeurs et qui font des prises assez ouf. Et Biggie n'est pas fait pour ça. Biggie, c'est de la puissance pure, donc qui ne se prête pas forcément. Je ne vais pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Samoa Joe est très puissant et il est aussi aérien, mais Biggie, c'est pas le cas. Il est plutôt vraiment brawler, très brutal, très puissant, et il va pas forcément privilégier les prises spectaculaires. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu. On l'a vu vraiment en retrait. Limite Xavier Woods, on l'a plus vu que ça. Mais c'est même pas un défaut, quoi, c'est normal. Si on avait vu Biggie faire ce genre de choses là, il y aurait certainement eu des botches ou des choses qui sont mal faites, et il aurait peut-être même pu casser le rythme. Là c'était pas du tout le cas, c'est parti de tous les côtés. Pour moi c'était parfait, c'est un des matchs, je vais pas dire le match, mais un des matchs de l'année 2015 qui m'a le plus étonné en bien, même si je m'y attendais quand même clairement à ce qu'ils nous en foutent plein la vue. Qu'est-ce que je vais mettre encore une fois en avant? Je vais pas dire le spot majeur parce qu'il n'y en a pas, le match est un spot carrément dans le pay-per-view. Je vais mettre juste une prise en avant, c'est le Salida del Sol de Kalisto sur Jey ou Jimmy Uso qui brise l'échelle, donc il l'a porté depuis le haut de l'échelle sur une autre échelle, on va dire accrochée entre l'échelle initiale et la deuxième corde, je crois, qui va briser l'échelle. J'ai dit beaucoup de fois échelle dans cette phrase, mais vous m'avez compris, qui pour moi sera vraiment le moment marquant du pay-per-view, je trouve, en tout cas du match. Il va certainement être nominé dans la catégorie Oh My God Moment of the Year au Slammy Awards qui arrivera. Je crois que c'est pas le lundi aujourd'hui, mais le lundi de la semaine prochaine, le 21 je crois. Donc et certainement qui va gagner le Slammy Kalisto. Donc vraiment pour moi j'ai trouvé ça dingue. Le match se termine donc comme je l'ai dit avec Xavier Woods, qu'on a vu quand même finalement. Xavier Woods qui était à la table des commentateurs et qui empêchera Kalisto de décrocher des ceintures vu qu'il était le seul sur l'échelle avec son trombone. Donc il va lui lancer comme je sais pas, c'est un objet comme c'était je sais pas, une feuille quoi. Il a lancé, allez tac, le trombone dans le dos. Kalisto qui perd gentiment équilibre. Kofi Kingston va le faire tomber de l'échelle et va décrocher les ceintures. Donc les New Day vont conserver leur titre. Je suis très content. J'adore les Usos, j'adore les Lucha Dragons, mais les New Day, selon moi, devraient garder leur titre encore un bon moment parce qu'ils sont ils sont au sommet. Et il faut en profiter. C'est comme la Team El No, c'est pas la même chose, mais quand ils sont au sommet, il faut pouvoir les laisser tant qu'ils y sont encore, comme le Shield ou comme la Nexus qu'ils ont un peu poussé du sommet. Enfin voilà, il faut pas les pousser pour qu'ils dégringolent la montagne. Laissez-les en haut tant qu'ils y sont pour le moment. Je pense qu'ils sont vraiment adorés, surtout au niveau des ventes, ils exposent tout. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Donc je suis content et c'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10 sans surprise. Deuxième match de la soirée, Rusev affrontait Ryback, donc dans un match qui n'était pas annoncé sur la carte, il me semble, même s'il avait été dit à SmackDown qu'ils allaient se rencontrer, mais je ne l'avais pas vu au moment de la vidéo pronostic, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé avec Garcia. Donc j'avais pronostiqué tout de même Ryback vainqueur en commentaire de ma vidéo pronostic. Heureusement que ça ne rentre pas dans les points parce que ce serait le seul
résultat où je me serais trompé. Donc moi je vais mettre directement un point négatif, c'est pas vraiment le match en lui-même qui m'a déplu, c'est le fait qu'il arrive en deuxième juste après le ladder match. Pour moi, quand on a un match comme le ladder match, on devrait forcément, on va forcément avoir une petite perte au niveau d'intérêt et au niveau spectaculaire. C'est pour ça que j'aurais plutôt vu ce match-là avant. Alors je dis pas forcément en premier, on aurait très bien pu avoir le Alberto Del Rio contre Jack Swagger en premier, le Rousseff Ryback le laisser en deuxième et avoir le ladder match en troisième. Voilà, le match était quand même correct, Ryback Rousseff, je m'attendais pas à ça, je dois vous le dire clairement. Je l'ai trouvé bien rythmé pour dire que c'était ces deux hommes-là. Il était un petit peu brutal, mais moi je m'attendais vraiment à un truc très très bourrin et pas du tout rapide. Et finalement, on a eu quelque chose d'un peu plus équilibré, on a eu un petit peu de brutalité et un petit peu de rapidité quand même. Donc c'est clair qu'il n'atteint pas de loin pas le niveau du premier match, mais je peux être que satisfait. Je ne vais pas en parler plus, j'ai mis la note de 7,5 sur 10, juste que Rousseff remporte le match avec l'aide de Lana. Donc au niveau de la construction, ça ressemble un petit peu à ce qu'on, leur opposition lors des différents Raw et SmackDown des dernières semaines, pardon. Je vais me calmer, je parle trop vite. Donc c'est-à-dire que Lana va simuler une blessure, donc Lana de nouveau heel, va simuler une blessure pour justement distraire Ryback. Et donc avec la distraction, Rousseff attaque Ryback et gagne le match. Là ça s'est pas vraiment passé comme ça, on a cru à ce que Ryback finalement arrive à de nouveau inverser la tendance et porter son shell shock, finalement pas. Rousseff arrivera quand même à contrer le shell shock et à lui porter sa prise de soumission. Ryback va tomber dans le coma et donc Rousseff va gagner le match. Voilà, comme j'ai déjà, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. C'est pas un match ouf non plus, mais il m'a surpris en bien, c'est pour ça que j'ai mis cette note là. Troisième match, donc Alberto Del Rio défendait son titre des États-Unis contre Jack Swagger dans un match de chaise. Alors, c'est peut-être la seule fausse note du pay-per-view. J'ai mis que le match était très brutal. Et je vais réussir à parler aujourd'hui, moi parler très bien. Donc, j'ai quand même mis une très bonne note à ce match-là. Pourquoi ? Parce qu'il est brutal et juste un match brutal et pas technique, je vais en parler après. Dans un TLC pay-per-view, c'est pas grave. Voilà, si on avait eu qu'un match brutal au Survivor Series, ça m'aurait déplu. Et si on n'avait pas eu un match brutal mais un tout petit peu technique à TLC, ça m'aurait pas plu non plus. Donc c'est pour ça que le match est très brutal, pas du tout technique. Alors, il est très faible techniquement, on n'a rien quoi. On n'a rien du tout au niveau des prises, il n'y a rien d'innovateur, il n'y a rien de spectaculaire. Le match, il n'a pas de spot en fait. Ce sera de la brutalité du début à la fin avec des chaises, mais au fond c'est ce qu'on leur demandait, c'est un match de chaises. C'est pour ça que je ne vais pas juger au niveau de la diversité des prises, parce qu'il n'y a rien à part des coups de chaise quoi. Il y a d'autres prises mais pas spectaculaires, c'est pas les prises que je vais retenir de ce match là. Donc oui, c'est une bonne chose pour un TLC, mais si c'était un autre pay-per-view, j'aurais clairement descendu la note. J'ai mis la note de 8 sur 10, donc c'est quand même une très bonne note, je tiens à le préciser, parce que j'ai été étonné quand même en bien de par le fait que la stipulation soit respectée. Et sinon, le match se termine avec Del Rio qui arrive à porter sa prise de finition, donc je sais pas comment elle s'appelle, je suis pas du tout fan de cette prise de finition, donc sur Swagger avec les chaises en dessous, qui est quand même une très bonne prise, le fait d'avoir rajouté les chaises en dessous, ça rajoute un côté brutal que j'ai bien aimé. Et finalement, on n'a pas eu de Zeb Colter. Un petit peu déçu par rapport à ça. Voilà, j'ai mis la note de 8 sur 10. Je vais pas en parler plus, tout simplement parce que c'est pas le match. Même s'il était bon, c'est pas le match que je vais retenir de la soirée. Quatrième match, donc les en guillemets ECW Originals, donc les Dudley Boys, Rhino et Tommy Dreamer affrontaient la Wyatt Family. Donc j'ai mis que ce match était énorme et que je l'avais vraiment apprécié. Le problème, c'est que, à l'inverse du premier match, ce match-là, je l'ai peut-être mis un tout petit peu trop haut. Je dis pas qu'il était bas, mais il n'a pas atteint mes espérances. À pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Je m'attendais à un match très long finalement. Mais un match de 30 minutes, finalement, on aura eu la moitié, 15 minutes à peu près. J'ai pas les stats sous les yeux. Donc là, ça m'a un peu déplu. Parce que les éliminations sont hyper rapprochées quand même. Je m'attendais à avoir une élimination toutes les 5 minutes, vous voyez. Voire peut-être même plus. Et finalement, c'est pas ce qu'on a eu. Après je peux comprendre avec ce qui s'est passé dans le main event, ça a pris quand même beaucoup de temps, donc ils ont peut-être dû raccourcir ça. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu par ça, sinon beaucoup de brutalité, c'est le chaos total, c'est tout ce que j'aime, c'est un Tornado Tables match. Donc Tornado vraiment c'est ce que je mets en avant. Si ça avait été un normal tag team match, franchement ça m'aurait tellement emmerdé. Ça n'a pas été le cas, donc heureusement 5 tables brisées. Le match se termine, donc je vais plutôt dire les éliminations. Eric Rowan se fait éliminer en premier. Et ce sera le seul membre de la Wyatt Family à se faire éliminer. Et en fait, le match se termine avec un point négatif pour moi. Alors, je sais plus. Bo Barret Dudley va attaquer quelqu'un, quelqu'un de la Wyatt Family, vu qu'il est seul contre 3.
Et en fait, pour avoir un côté brutal, il allait chercher, je sais pas ce que c'est, de l'essence ou je sais pas quoi, enfin bref, avoir quelque chose d'inflammable pour enflammer, pour mettre le feu à la table et passer un des membres de la Wyatt Family à travers la table. Et finalement pas, quoi, on nous a foutu l'eau à la bouche et c'est pas arrivé. Après, peut-être que ça va arriver dans un prochain pay-per-view parce que je pense pas que la rivalité soit terminée, mais je pense pas que ça se prête à un Royal Rumble match TLC dans un tables match, une table en feu, ça s'y prête beaucoup plus qu'à un match peut-être simple au Royal Rumble. Donc je pense pas qu'on va voir ça plus tard. Donc il fallait l'avoir là. Et j'ai été déçu parce qu'ils nous ont foutu l'eau à la bouche et finalement ils ont dit allez vous faire foutre, vous aurez pas ça quoi. Ou alors je m'attendais à ce que Bray Wyatt mette la table en feu et que ce soit justement Bo Barrett qui passe à travers la table. Bref, c'est pas grave, j'ai mis la note de 8,5 sur 10 parce que ce match est quand même un petit bijou. C'est pas un match non plus totalement dingue, mais voilà, il n'y a pas au niveau de mes espérances, mais il est quand même très très bon. Cinquième match, donc Kevin Owens défendait son titre intercontinental contre Dean Ambrose dans un match simple. Alors, je l'ai moins aimé, je dois l'avouer, je l'ai bien moins aimé que le rematch au Survivor Series. Il a à peu près la même physionomie ce match-là, c'est-à-dire qu'il est en deux phases, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui passe pas entre Ambrose et Owens en début de match. Le match est quand même assez lent, et il ressemble juste à un match de Raw quoi à la limite. Donc on est dans la première moitié. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Je sais pas pourquoi, qu'ils fassent des entraînements avant le match, mais la première moitié du match, il porte des prises, mais sans lien en fait. Je sais pas, c'est comme si je portais des prises à une peluche, et inversement, comme si moi j'étais une peluche et que quelqu'un me porte une prise après. On sent qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux durant la première moitié du match, et donc pas de rythme du tout. C'est très très lent. Et la deuxième moitié, c'est tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse, c'est très très bon, c'est ultra rythmé. Il y a un suspense de dingue. Surtout avec le fait, je vais carrément vous expliquer la fin du match, où Dean Ambrose va porter son Dirty Deeds sur Kevin Owens. Et Kevin Owens, déjà, petit botch, va prendre la corde pour pour casser le compte de 3. Mais au départ, Kevin Owens ne touche pas la corde. Et le compte de 3 aurait pu être là. Bref, c'est pas grave. Finalement, il aura quand même ces deux doigts-là sur la corde. Et en fait, on va se dire, Dean Ambrose, encore une fois, il va louper une chance d'avoir un titre. Il a vraiment pas de chance, ce mec. Et finalement, non. Il va réussir avec, justement, Kevin Owens. Tout le monde le pense vainqueur à ce moment-là. Il va envoyer Dean Ambrose dans les cordes, pouvoir faire sa pop-up powerbomb. Mais finalement, Dean Ambrose va le contrer un petit paquet et va remporter le match et devenir le nouveau champion intercontinental. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que Owens perd encore une fois. Et surtout, il perd son titre par petits paquets. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et deuxième chose qui me dérange, ça me dérange pas, mais j'ai souvenir de Dean Ambrose, de son titre des États-Unis qui était assez fade. Et j'ai pas envie que ça se repasse à nouveau pour son titre intercontinental. J'espère qu'il aura un très bon règne. Voilà. Au niveau de ma note, j'ai mis la note de 7,5 sur 10, ce qui n'est pas la plus mauvaise du pay-per-view, je crois. Mais ça reste quand même une très bonne note. Avant-dernier match, Charlotte défendait son titre de diva contre Paige et c'est la plus mauvaise note du match. Et j'ai mis 7 sur 10. Voilà, donc ça prouve quand même que je suis beaucoup plus emballé que le match au Survivor Series. Je sais pas ce qu'en pensera Mathieu, je vais écouter sa vidéo dès qu'il la sortira. Lui qui avait donné un 10 sur 10 au match, justement à leur match au Survivor Series et moi un 5 sur 10. On verra si, je pense pas qu'il l'aura plus apprécié, mais on verra s'il l'a quand même apprécié. Moi je vais juste dire quand même, et là je vais me faire bâcher dans les commentaires, mais j'en peux plus de Charlotte en face. Mais même de Charlotte tout court quoi, ramener Nikki Bella au moins en championne. Son statut était au moins clair quoi, je veux dire elle était heel. Moi ce qui me dérange c'est que le match en lui-même il est bon, j'ai pas mis 7 sur 10 pour rien quoi. Je veux dire la présence de Ric Flair et le fait que Charlotte soit heel, ça apporte un côté positif. Mais moi ce qui me dérange, c'est pas le match en lui-même, c'est la rivalité. On nous fout une rivalité quand même plus ou moins bien construite avec une Paige qui a fait un heel turn et une Charlotte qui défend les valeurs familiales des Flair et aussi Becky Lynch en quelque sorte, elle va la défendre. Et quoi? Au moment du match, Paige agit comme une face et Charlotte comme une heel, pardon. Donc on peut très bien avoir un double turn dans le match. Je veux dire, ça s'est déjà effectué, je crois que c'était à Extreme Rules 2011-2012 entre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler, ou c'était 2013, je sais plus, bref. Mais un match entre Alberto Del Rio et Dolph Ziggler où les deux avaient fait un double turn, c'est-à-dire que Ziggler était passé face et Del Rio était passé heel, mais c'était bien foutu quoi. Là on sait même pas s'il y a un double turn, on sait pas si Charlotte est heel ou face. Paige elle est adulée forcément, mais elle est heel quoi, je veux dire, elle critique Ric Flair. Paige à la limite son statut est un peu flou, mais on peut y voir clair. Charlotte ça passe pas. Alors si vous voulez faire de Charlotte une heel, volontiers, et je n'attends que ça parce qu'en fait je la supporte plus, je dis clairement, elle est fade. En fait je me plains. Son côté heel dans ce match, c'est un très bon point positif et un très mauvais point négatif.
Parce que si son statut était clair, le fait qu'elle soit heel, ça m'aurait plu. Mais son statut n'est pas clair, du coup ça m'énerve. Et Ric Flair, déjà que ce vieil homme, je ne peux pas le supporter. Avec tout mon respect, ce mec, j'ai jamais pu le voir. En tout cas, depuis 2006, je ne connais pas sa carrière avant. Honte à moi, mais je ne connais pas sa carrière avant. Mais depuis 2006, j'ai jamais pu le voir. Et là, ça m'énerve. Je peux pas le voir. Donc forcément, j'ai été frustré par rapport au résultat. Mais j'ai pas baissé la note du match justement par rapport à ça. Heureusement d'ailleurs, je ne suis pas un 4X. Mais bon, voilà, c'est vraiment ce que je vais mettre comme point négatif. Le match est bon, je vais rien dire. Pour une fois que Charlotte nous offre un match potable, je vais pas m'en plaindre. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10, mais vraiment, c'est le truc des divas, quoi, ça me dérange. Mettez Charlotte en heel et mettez une face en face. Le problème, c'est qu'il n'y a plus que 2 faces dans le roster des divas actuellement, qui sont Natalya et Becky Lynch. Donc faites un petit peu de ménage quand même. Enfin, on termine avec le main event. Donc Sheamus défendait son titre de champion poids lourd de la WWE contre Roman Reigns dans un TLC match. Et ouais, quel match quoi. Non, je voulais de nouveau simuler le fait que je sois déçu, mais c'est un sacré match. Le problème, c'est que il y a juste un petit souci. On a l'impression, le match dure quand même assez longtemps, on a quand même l'impression que il a été rallongé parce qu'il manquait du temps. C'est-à-dire qu'on a une grosse partie où en fait ça va juste se passer entre les deux, où ils vont essayer de prendre la ceinture, que personne va arriver à le faire. Ce qui me dérange aussi, c'est le côté Superman de Roman Reigns qui va vraiment revenir de tout, quoi. Sérieusement, un Brock Kick, l'intervention de la League of Legends, la League of Nations, ça c'est à cause de Hugo dans Title Run, merci Hugo. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait eu, oui, la fois où il passe à travers la table à l'extérieur du ring après un. Je sais plus comment ça s'appelle. Irish quelque chose, je sais plus la prise de Sheamus, mais vous voyez de quoi je parle. Et Reigns c'est toujours là, quoi, c'est pas sérieux, donc niveau selling, là il y a clairement un problème. Autre gros défaut, c'est le rythme qui est assez catastrophique. Bon, voilà, ça fait quand même pas mal de défauts dans ce match-là. Le problème, et on va dire plutôt le point positif, c'est tout ce qui englobe la construction du match, les spots, parce qu'il y a eu pas mal de spots, l'intervention de Rusev et d'Alberto Del Rio. D'ailleurs, où est King Barrett? Sérieusement, même dans ces moments-là, ils le foutent de côté, c'est quand même chaud. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de suspense et surtout le regard de Sheamus juste avant qu'il décroche la ceinture quand il voit que Roman Reigns revient après le Brock Kick. Il est là, mais mon dieu, ce mec est indestructible. Les yeux qu'il a, je sais pas si j'arriverai à vous le placer là dans cette vidéo. Je pense que Mathieu le fera. Enfin, j'en suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas. Mais c'était magique, sérieusement, les yeux de Sheamus sont magiques à ce moment-là. Donc voilà, ce match est bon. Il a beaucoup de défauts, mais là, c'est typiquement le genre de match où je vais faire pareil les émotions. C'est pour ça que j'ai mis 10 sur 10, sinon j'aurais peut-être mis un 7,5, 8 sur 10. Mais voilà. Après, ce qui me fait mettre la note de 10 sur 10, c'est aussi l'après-match. Je le fais jamais. Mais le match était bon. Il m'a fait avoir beaucoup d'adrénaline, vous savez, à ronger les ongles, à faire bouger les jambes tellement j'étais stressé. Mais c'est surtout la fin du match, l'après-match. Sheamus, on va plus le voir, il va être détruit. Reigns va attaquer donc les 3 de la League of Nations. Et finalement, Triple H va arriver, et il va se faire démonter par Roman Reigns, comme vous l'aurez vu. Et j'ai apprécié, j'étais tellement énervé et frustré j'étais enragé contre Roman Reigns, mais c'est ce genre de détail qui fait que j'adore le catch, vous voyez. C'est à la même manière qu'une Vicky Guerrero, au début, elle m'insupportait. Ben, John Cena, j'ai pris du plaisir à détester, ben, je pense que Roman Reigns, dans ces cas-là, je vais apprécier, le détester. Voilà, tout simplement. Et j'ai juste encore une petite remarque à faire. J'espère que Reigns n'aura pas un match de championnat contre Sheamus, parce qu'avec ce qui s'est passé, je ne comprendrai pas. J'espère un match Triple H contre Roman Reigns au Royal Rumble. Voilà, c'est dit, je ne comprendrai en tout cas pas pourquoi Roman Reigns aurait encore un match revanche contre Sheamus pour le titre, tout simplement. Voilà, au niveau de la note, j'ai mis 8,4 sur 10, qui en fait clairement un des meilleurs. C'est le deuxième pay-per-view mineur préféré. Le premier étant Backlash 2007, vous aurez la vidéo analyse en février 2016. Encore une fois, c'est une longue analyse, je m'en excuse. À partir de 2016, je pense que je ferai des analyses un peu plus condensées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas ça me fait plaisir. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Je suis à 51 abonnés des 1000 abonnés. Donc abonnez-vous, partagez la chaîne vraiment un maximum, histoire que j'atteigne mon dernier objectif. Je vous remercie d'avoir encore une fois visionné cette vidéo. Et on se retrouve donc tout bientôt, normalement dans une semaine, pour une vidéo un petit peu spéciale. Allez, à tout bientôt.